aujourd'hui, deuxième séance consacrée à la première séquence du programme d'histoire de 5e, toujours intitulée Les empires chrétiens, byzantins et carolingiens. Et après avoir planté le décor spatial avec la carte de l'Empire byzantin et de l'Europe carolingienne et de la diffusion du christianisme au IXe siècle, eh bien aujourd'hui, au cours de cette deuxième séance, nous allons découvrir, explorer la dimension chronologique, temporelle, et nous allons tenter de dégager des temps forts et des acteurs majeurs de la séquence. Et comme vous pouvez le voir dans le titre de la diapo, nous allons explorer une période d'à peu près 1000 ans qui commence un petit peu avant le début du Moyen-Âge et qui s'achève avec le Moyen-Âge, donc 1000 ans, un peu plus, un peu moins, entre l'an 395 et l'année 1453. Alors pour le début de l'année, je vous ai un peu gâté parce qu'il ne s'agit pas d'une frise chronologique, mais d'une double frise chronologique. C'est un peu la faute au programme, hein, puisqu'on nous demande d'évoquer pour vous à la fois l'Empire byzantin et l'Empire carolingien, donc deux empires héritiers de l'Empire romain de l'Antiquité, d'accord? Mais du coup, certains événements de la frise ne concerne que l'Empire byzantin, certains événements ne concernent que l'Empire carolingien, et certains événements concernent les deux. Mais c'est pas pour ça que la frise chronologique sera beaucoup plus complexe et difficile à comprendre. Alors pour rendre les choses un petit peu plus claires, plus simples, plus lisibles, j'ai associé à chacun des deux empires une couleur, l'empire byzantin est en rouge, l'empire carolingien est en jaune-orangé. Et l'avantage de cette double frise, c'est de faire apparaître immédiatement le fait que les deux empires ont vécu côte à côte en voisins à la même époque, la plupart du temps, mais que les deux empires ne sont pas totalement jumeaux, puisque l'empire byzantin est né plusieurs siècles avant l'empire carolingien. L'Empire byzantin est né en 395, l'Empire carolingien est né en l'an 800, donc ça fait presque 400 ans d'écart. Et l'Empire carolingien dure plus longtemps, si je puis dire, que l'Empire byzantin, puisque c'est l'Empire byzantin qui disparaît en 1453, et l'Empire carolingien, alors faut pas se tromper, hein, il ne s'arrête pas avec la frise chronologique. L'Empire carolingien, certes, va changer de nom, va changer de frontières, va changer de famille impériale au pouvoir, mais l'Empire carolingien va devenir le Saint-Empire, et le Saint-Empire va vivre plus ou moins facilement sa vie d'empire jusqu'en 1800. Donc c'est clair que sur la durée, l'Empire carolingien, né plus tard, a duré beaucoup plus longtemps que l'Empire byzantin. Le premier repère chronologique indispensable, c'est l'année 395, quand l'Empire romain est devenu tellement vaste autour de la Méditerranée qu'il en est devenu très difficile à gérer, surtout avec les moyens de communication et de transport de l'époque. Et il a été décidé que l'Empire serait partagé en deux moitiés. Alors c'est là qu'il faut bien comprendre, pas deux empires, mais deux moitiés d'empire. C'est pas tout à fait la même chose. Deux moitiés d'empire
une moitié qui serait l'Empire romain d'Occident, celui qui est en rouge sur la petite vignette, avec la capitale Rome, forcément. Et l'autre moitié, c'est la moitié orientale, la moitié est, en vert sur la petite vignette, dont l'Empire romain d'Orient, qui a comme capitale Constantinople et qui donnera naissance, après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, ravagé par les invasions barbares, après sa disparition, eh bien, l'Empire romain d'Orient reste tout seul et prend le nom d'Empire byzantin. Cet empire byzantin va vivre sa vie d'empire avec des hauts, quelques hauts, mais aussi beaucoup de bas, puisqu'il finira par disparaître terrassé par ses ennemis. Mais j'ai choisi d'axer l'étude de la séquence sur un moment, on va dire, glorieux, une apogée de l'empire byzantin, qui correspond à un des premiers empereurs. Bon, il y a eu quelques-uns avant lui, mais c'est le premier véritable grand empereur de l'Empire byzantin. Je parle de Basileus, c'est-à-dire l'empereur Justinien Ier, qui, entre 527 et 565, s'est lancé dans un rêve fou, peut-être, un rêve impossible à réaliser, celui de reconstituer l'intégralité de l'Empire romain tel qu'il existait dans l'Antiquité avant le déferlement des invasions barbares. Et on verra ensemble, dans une autre séance, s'il a réussi ou pas ce rêve fou et impossible en apparence. Le troisième repère, que beaucoup de gens connaissent déjà, vieux souvenir de l'école primaire, c'est le couronnement impérial de Charlemagne à Rome par le pape Léon III. Autrement dit, à la Noël, et oui, c'est un féminin, à la Noël de l'an 800, Charlemagne cesse d'être roi des Francs pour devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. J'aurai l'occasion de revenir sur le sens de ce nom très compliqué. Et de même que Charlemagne cesse d'être un simple roi des Francs pour devenir empereur, eh bien, Noël 800 correspond aussi à la date de naissance de l'Empire carolingien. Le quatrième repère, que nous aurons l'occasion d'étudier en détail, là encore, correspond là encore à l'histoire de l'Empire carolingien, parce qu'il n'y a pas que l'Empire byzantin qui a eu des hauts et des bas, l'Empire carolingien aussi, et en 843, on peut considérer que l'Empire carolingien, qui a survécu à la mort de Charlemagne, décédé en 814, eh bien l'Empire de Charlemagne, hérité de Charlemagne, est en toute petite forme, puisqu'il éclate en 3 territoires théoriquement associés, 3 tiers d'un même empire, mais en réalité, ce que l'on appelle le partage de Verdun, du nom de la ville où a été signé cet accord, les 3 petits-fils de Charlemagne mettent fin à l'unité impériale carolingienne en récupérant chacun un morceau de l'empire façonné par leur grand-père. La 5e date clé, le 5e repère chronologique sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, implique les 2 empires, parce qu'en réalité il implique les 2 religions des 2 empires à notre étude. Tout simplement parce qu'en 1054 éclate le schisme byzantin
Alors le mot schisme est d'un emploi assez rare, j'expliquerai plus en détail de quoi il s'agit le moment venu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dorénavant, les chrétiens orthodoxes de l'Empire byzantin et les chrétiens catholiques romains de l'Empire carolingien deviennent des frères ennemis, des rivaux, et le schisme byzantin de 1054 marque durablement la fin de l'unité chrétienne en Europe, puisqu'encore aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes et les chrétiens catholiques restent séparés, même si leurs relations se sont considérablement améliorées. Les meilleures choses ayant une fin, nous en arrivons au 6e et dernier repère clé, dernière date clé, dernière rupture chronologique. C'est l'année 1453 qui voit l'Empire byzantin moribond, à l'agonie, mourir, j'allais dire officiellement, puisque les Ottomans, autrement dit les Turcs, qui sont porteurs d'une religion concurrente de la religion chrétienne puisqu'ils sont musulmans, s'emparent de la capitale de l'Empire byzantin, Constantinople, et comme Constantinople était le dernier territoire aux mains des Byzantins, eh bien la prise de Constantinople marque la fin de l'Empire byzantin, et pour les chrétiens de l'époque, alors bien sûr les chrétiens orthodoxes, mais même les frères ennemis pour les chrétiens catholiques, la prise de Constantinople par les Turcs, donc par des musulmans, est vécue comme une véritable catastrophe, puisque ça veut dire que dorénavant, les musulmans ont pris pied en Orient, c'est-à-dire à l'est de l'Europe, et que il semble inarrêtable et que la chrétienté est menacée, très clairement. Et parce que c'est un véritable traumatisme, que c'est une date clé, une rupture chronologique majeure, eh bien la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453 est identifiée par la plupart des historiens comme un des événements, parfois l'événement qui met fin à la période historique du Moyen-Âge. Alors, nos invités des prochaines séances, nos guest stars, sont au nombre de, j'allais dire 4, mais en réalité ils seront 5, à commencer par Basileus, c'est-à-dire l'empereur Justinien, ce grand empereur du VIe siècle qui a consolidé l'Empire byzantin. Toujours en ce qui concerne l'histoire de l'Empire byzantin, eh bien, non pas un, mais 2 acteurs clés qui sont frères à un double titre parce qu'ils sont frères en religion, puisqu'il s'agit de 2 moines chrétiens mais byzantins, donc autrement dit orthodoxes, et ils sont aussi frères de parenté. Et ces 2 frères, Cyril et Méthode, ont contribué, on verra comment, à répandre la religion chrétienne byzantine orthodoxe à l'est de l'Europe, à partir du IXe siècle, c'est-à-dire au moment de la carte que nous avons faite lors de la séance précédente. Alors ensuite, bien sûr, on ne peut pas évoquer l'Empire carolingien, l'Europe carolingienne, sans évoquer la figure historique indispensable de Charles, roi des Francs, devenu Charlemagne, Charles le Grand, l'empereur d'Occident, le successeur des empires romains de l'Antiquité. Et pour finir, et parce qu'on ne peut pas comprendre l'Empire carolingien si on le dissocie de la religion catholique romaine, eh bien
le dernier acteur que nous évoquerons au cours de la séquence est le pape Léon III, le faiseur non pas de roi mais d'empereur, puisque c'est Léon III qui a couronné Charlemagne empereur, et nous nous demanderons pourquoi, et accessoirement pourquoi Léon III s'est fâché à cette occasion avec le Basileus, l'empereur byzantin de l'époque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura mis en appétit pour continuer à découvrir le reste de la séquence. À bientôt!